Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, internautes et auditeurs maintenant, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 17e numéro de votre émission littéraire Préface. Émission qui donne la parole, je le rappelle, à nos autrices et à nos auteurs. Fabrice Midal, philosophe français, propose une définition de la poésie dans son essai intitulé « Pourquoi la poésie ?» Il dit la chose suivante. Pourquoi la poésie? Parce qu'elle est le lien qui ouvre à soi et aux autres, et que sans elle, il n'est pas possible de vivre vraiment. Elle est le pont, la porte et le monde. Aussi, la considérer comme nous le faisons habituellement, c'est-à-dire pour de l'accessoire, du joli, voire du mièvre, est une catastrophe. La poésie, toujours donc selon cet auteur, dit la vérité. Christian Laurent, jeune poète martiniquais, affirme quant à lui que la poésie est une manière d'exister, un mode d'existence, une façon d'habiter la vie de manière désincarcérée. Certains considèrent la poésie comme un genre trop difficile, trop exigeant et lui préfèrent le roman, alors que d'autres voient en elle une respiration naturelle. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, pour ne citer que ces pays, regorgent de poètes. En voici quelques-uns. Ernest Pépin avec son recueil Au verso du silence paru en 1984, ou encore toujours du même auteur À veine ouverte, publié en 2019. Samuel Kramer Rinaldo, poète de la nouvelle génération, pour son recueil La tribu des rimes crépues. Aimé Césaire avec Cahier d'un retour au pays natal paru en 1939. Laurent Christian, que j'ai cité tout à l'heure, jeune poète martiniquais, lauréat du 31e prix littéraire Carbet de la Caraïbe pour son recueil de poèmes Les mots du silence, paru en 2021. Léon Gontran-Damas, poète de la négritude guyanais, auteur du recueil Pigments, publié en 1937, et plus proche de nous dans le temps, la poétesse guyanaise Patricia Triplé pour son recueil Résilience Cho, paru en avril 2021. L'auteur que je reçois aujourd'hui est un artiste qui allie aussi bien les mots que la peinture. Professeur d'art plastique diplômé des Beaux-Arts du Havre en 1993, il enseigne les arts plastiques au collège. Il a déjà publié 2 recueils de poésie, Déréliction en 1990 et Quai des Arachides numéro 20 en 1993, édition d'art et de poésie des Beaux-Arts du Havre avec le soutien de la DRAC. En 2017, il a publié un roman, L'Enragé, suivi du Monstre de Maroni chez Edilivre. Son dernier recueil, intitulé Vertige, paru en 2021 aux éditions Stella Maris, est un regard humaniste où se mêle à la fois le lyrisme, c'est-à-dire l'expression des sentiments personnels, et un regard critique sur sa société. J'ai le plaisir d'accueillir et de recevoir Thierry Mathiazin, poète, romancier, plasticien. Bonsoir ou bonjour. Bonjour, bonsoir Laure. Alors, le principe de cette émission, comme j'aime à le rappeler, c'est que c'est une conversation dans laquelle je vais t'interroger. Et moi, je trouve que c'est quand même plus cool de se tutoyer. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Alors, j'aimerais bien que tu te présentes à nos téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, et maintenant auditeurs, parce que je rappelle que maintenant l'émission Préface est diffusée en radio sur la chaîne Éclair TV, enfin sur la chaîne Éclair. Alors, qui es-tu, Thierry Mathiazin? Qui je suis? Je vais essayer de faire court. Enfin, je suis Thierry Mathiazin, natif de Déhay, enfin, grandi à Déhay, né à Pointe-à-Pitre, grandi à Déhay, et puis bon, très tôt dans ma vie, il y a une fascination pour l'écriture, enfin, pour le livre, enfin, parce que je lisais beaucoup. D'accord. Et puis, j'étais un gamin qui dessinait beaucoup aussi, qui était beaucoup, enfin, assez introverti et qui était un peu dans ses rêves. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené, donc, depuis quand écris-tu des textes poétiques? Et pourquoi le choix de la poésie, justement? Depuis le collège, enfin, je lisais beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu. Je me rappelle, le premier choc poétique a été que j'avais acheté avec mes petites économies, Balles d'or de Guy Tyrolien.
Et puis, ça m'avait vraiment fasciné. Et je sentais qu'il y avait un monde, qui était mis en œuvre, en mouvement, qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, j'écrivais soit à mes petites amies de l'époque, etc. J'avais toujours un petit mot un peu sous forme poétique que j'adressais à mes petites connaissances, etc. Est-ce que ça fonctionnait? Parce que tout le monde n'est pas forcément sensible à la poésie. Alors, est-ce qu'elles étaient sensibles à cette poésie que tu leur écrivais? Oui, sensible. Je pense que j'étais sensible. Mais en fait, ça se réduisait, comme tu sais, à des fois un petit cœur avec traversée d'une flèche. D'accord, oui. Okay. Voilà. Il suffisait de ça et puis ça nous donnait des ailes. Voilà. Et voilà, en fait, ça a démarré là. Et en fait, j'étais toujours. Je pense que il y a aussi. Je rappelle, enfin, quand j'attendais que tout le monde puisse s'endormir, et puis j'allais me faufiler dans le salon. Et je regardais très tard le volume baissé au maximum, l'émission Apostrophe. D'accord. Voilà. La fameuse émission de Bernard Pivot. Et puis je suivais les écrivains comme ça. J'étais vraiment intéressé. Enfin, j'ai vu Claude Agege, Bukowski, etc. C'était vraiment une fascination. Ouais. Moi, j'ai toujours eu un engouement pour les livres. Alors, les livres en particulier, mais pourquoi justement ce genre de la poésie qui quand même, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, un genre assez exigeant, même si apparemment c'est la première écriture que les individus ont, généralement c'est la poésie. Comme tu disais tout à l'heure, à ses petites amies, les garçons souvent c'est un poème à leur maman quand ils sont petits, « Oh maman, tu es la plus belle, la plus extraordinaire » avec tout un tas d'hyperboles, mais... Pourquoi c'est ce genre-là? Parce que même si tu as écrit donc un roman, mais il semblerait que tu aies plutôt choisi la poésie. Qu'est-ce qu'elle t'apporte en particulier? Je pense qu'elle répond d'une manière plus immédiate à mes émotions, au mouvement de ma pensée aussi, à une manière aussi de réagir aussi dans le vif du vécu, des gens, de l'actualité, etc. Et en fait, mon engouement pour certaines poésies, en même temps, ça a été très tôt. Hein. J'ai beaucoup lu. Enfin, il y avait toujours, dans les poètes que je fréquentais, la question de l'amour, de l'absence, de la mort, etc. Enfin, il y avait toujours un peu des poésies très marquées par l'existentiel. Absolument. Par les émotions, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a... Voilà, à un moment donné, on s'en nourrit aussi. Et puis après, il y a le vécu, la vie, ses propres expériences du vécu, etc. Et puis tout ça, je pense que ça a créé le creuset D'accord. Pour que tu puisses te lancer dans l'écriture, en fait. Tout à fait, ouais. Alors, j'aimerais bien, effectivement, que nous parlions de ton dernier recueil, dont j'ai parlé tout à l'heure, Vertige, que j'ai annoncé. Alors, moi, quand j'ai lu le titre, il m'a fait penser à la chanson d'Alain Bachung, Vertige de l'amour. Je ne sais pas si tu te souviens de cette chanson. Bien sûr. Alors, pourquoi j'aime beaucoup. Ah, d'accord. Parce qu'effectivement, c'est un sacré poète, Alain Bachung, hein, un écorché de la vie peut-être, mais un sacré poète. Alors, Vertige, je note que le titre est au pluriel. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce titre et pourquoi le choix de ce titre avant que j'en arrive à la première de couverture qui m'a vraiment interpellée? Alors, Vertige. Vertige, parce que je pense... Déjà, je pense que je suis un homme de vertige, un poète de vertige. Vertige, c'est le côté toujours un peu vif, un peu flamboyant, un peu dans le vécu, etc., l'émotion. C'est un peu une sorte de flamboyance de la vie, etc. C'est un vertige, brûlure d'être, brûlure de vivre. Voilà. Et donc au pluriel, parce qu'il y a plusieurs vertiges, c'est ça? Parce que tu es happé par toutes les choses qui peuvent t'entourer, par toutes les conditions, l'actualité, c'est ça? Oh oui, il y a tout ça. Il y a tout ça, en fait. Parce que pour moi, un poète s'inscrit dans le réel aussi, hein, enfin, réagit à la fois du domaine un peu plus large de l'actualité, mais aussi des gens qu'on fréquente. Des histoires, des émotions, des tristesses, etc. Ça peut être des deuils, ça peut être aussi l'amour. Pour moi, mon poème, en fait, ne fait pas l'économie de ces choses-là. D'accord. Voilà. Alors, passons maintenant à la première de couverture que je montre
Alors moi, sur ce tableau, enfin, sur la première de couverture, je vois un tableau, hein, et ce tableau m'a véritablement interpellée. Est-ce que c'est une de tes toiles? Oui. J'ai D'accord. participé d'une série qui s'appelait Mater. Mater. Alors moi, je vois un visage. Je vois une femme à moitié dénudée, assise ou agenouillée, on ne sait pas trop, avec des ailes d'ange, mais dont le visage est sans trait expressif, la tête baissée en direction du sol. Est-ce qu'elle est victime de vertige? Est-ce qu'elle a voulu, comme Icare, donc voler trop près du soleil et que ses ailes, eh bien, peut-être n'ont-elles pas fondu, mais en tout cas, finalement, à vouloir voler trop haut ou trop près du soleil, elle a eu un vertige et ça l'a ramenée au sol. Est-ce que c'est ça? Oui, il y a un peu tout ça. C'est quand on travaille, des fois, on est presque dans un inconnu du geste, parce que l'inconnu du geste, en même temps, forcément, il est porteur de mémoire, hein, des choses qu'on n'arrive pas à mettre forcément des mots dessus. Et après un regard rétrospectif, et ça participe d'une série aussi. On voit en même temps, il y a une petite barque Oui, qui... voilà, on voit une barque qui apparaît. Oui, c'est rapport au voyage, au rapport à la mer, rapport à l'océan, etc. Et puis ce monsieur qui est presque une présence qui peut être aussi une absence. Hein. Ça peut être aussi... ça peut être... Parce que là, il paraît un peu Oui. à la fois dans une posture un peu de prière, un peu, on dirait, un ange déchu, etc. Exact, tout à fait. Il y a de la tristesse, bien sûr, il y a de la tristesse dans ce travail. Oui, parce que je trouve que le visage de... Alors, je ne vais pas dire l'homme, je ne sais pas. Le visage, on va dire. Il n'est pas genré, hein, apparemment, ce visage. Mais je trouve effectivement qu'il a une profondeur et une tristesse en même temps. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix des couleurs? Oui, parce qu'en fait, c'est une palette... la palette vient toujours un peu par rapport à ses humeurs, etc., ce qu'on vit, etc. Mais je voulais forcément, c'est pas un hasard si c'est pas clinquant. Je voulais quelque chose un peu presque des couleurs silencieuses. J'aime beaucoup ça, des couleurs silencieuses. Des choses un peu qui sont un peu dans le... Voilà, qui sont là, mais qui est un peu à la fois entre la frontière, c'est toujours la frontière entre ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Voilà, et puis, des fois, les choses s'intègrent dans cet espace-là, dans cet entre-deux-là. Ouais. Effectivement, quand on a un vertige, au bout d'un moment, les couleurs ne sont plus totalement... Quand on revient un peu à soi d'un vertige, on a le sentiment un peu que les choses sont un peu floues, sont un peu dans cet entre-deux. Alors, j'ai remarqué que plusieurs thèmes parcourent ce recueil. Alors, j'en vais commencer par le premier qui m'a semblé évident, ou pas, mais peut-être parce que c'est aussi un thème qui parle à tout le monde, l'amour. Alors, pourquoi en tant que poète, tu choisis cette thématique? Est-ce que c'est parce que c'est une thématique presque un passage obligé pour les poètes? Quel poète n'a pas chanté l'amour, n'est-ce pas? Parce que je rappelle quand même aux téléspectatrices, téléspectateurs, internautes et auditeurs qu'au départ, dans l'Antiquité grecque, la poésie était chantée, accompagné de l'instrument de la lyre. Aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime bien le slam, parce que le slam a repris un petit peu l'origine même de la poésie, mais c'est vrai qu'au départ, la poésie était chantée. Alors, pourquoi ce thème de l'amour? Est-ce que pour toi, c'est un passage obligé? Oui, c'est un passage obligé. En fait, pour moi, c'est ce qui nous fait tenir aussi face à la mort. C'est toujours quelque chose aussi de très politique. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quelque chose de très politique. Non, je le prends dans le sens, c'est d'être dans ce déperdu de l'amour, dans l'absolu de l'amour, ça devient une résistance aussi pour moi. Une résistance. Une résistance à quoi? Alors, dans ce cas, tu ne parles pas donc d'amour simplement entre deux êtres, hein, l'amour, je veux dire, tu es plutôt entre Eros et Thanatos, c'est-à-dire cette espèce de puissance de vie que peut représenter donc l'amour face à Thanatos, la mort. Donc pour toi, c'est ça, c'est cette forme de résistance que peut représenter l'amour? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a quelle expérience formidable, parce qu'en fait, l'expérience de l'amour nous pose fondamentalement aussi
dans notre propre finitude aussi. Absolument. Et c'est ça qui me passionne. C'est-à-dire, bon, après, bon, il y a des glissements, des folies amoureuses, etc. Et il y a une quête forcément, une quête un peu désespérée dans le lien. Et puis après, le regard de tout un chacun, ça dépend. Enfin, il y a aussi la manière dont on perçoit un corps aussi. Exact. Le corps peut être aussi, comme je le vois, parce qu'il fait partie aussi de ma géographie. Je l'inscris dans ma géographie. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire, c'est le visage aussi, c'est pas le visage posé uniquement sur le corps, c'est le visage aussi de ce qui l'environne aussi, l'environnement dans lequel il s'inscrit, et les éléments. C'est-à-dire, je perçois la pluie, elle s'inscrit aussi dans mon rapport au corps. D'accord. Voilà, la perception. Il n'y a pas quelque chose qui serait une chose à côté de l'autre. Donc pour toi, c'est un tout, en fait. Un tout, les choses sont très liées. D'accord. Il y a presque une sorte de géographie corporelle de l'amour. Et en fait, on voit un trait, enfin quelque chose qui est très intéressant ici. Il y a toujours, ou les poètes que je lis, ça peut être Pépin, enfin tout ce que j'ai lu. Il y a un peu, il y a un peu cette prégnance aussi d'être, mais en fait qui est toujours un peu arrimé à des choses des fois qui sont très graves aussi, des choses qui sont difficiles. Mais on sent qu'il y a une sorte de quête éperdue en fait. Il y a une quête incroyable et qui est perçue à travers un corps. Absolument. Qui est presque on cherche un souffle possible, ne serait-ce que pour rester debout, parce que quand on est dans cet univers-là, en fait, tout le paysage change autour de toi. C'est clair. Ouais. Donc effectivement, pour toi, tu définirais plutôt l'amour comme cette quête. Alors moi, j'aimerais bien lire un texte qui s'appelle « Ce fruit ivre de soleil » que tu dédies à Federico Garcia Lorca. Et j'aimerais bien, toi, que tu lises après « D'elle à moi », à la page 26. Donc, ce fruit ivre du soleil. Ce fruit ivre de soleil, gorgé de mille feux, quand le vertige nous saisit, l'amour nous embrasse de ses yeux d'une bouche gourmande, sur le contour des mornes, sur le versant ébloui du plaisir, en fleurs ensorcelantes d'Andalousie, en lune scintillante de tendresse, avec des mots au vent et des étoiles nues, quand vient la danse des cœurs amoureux. Le soir tombant au creux des reins, la montée du sang aux cimes des arbres, le chant brûlant des oiseaux fous, je salue la face de toutes choses, sous le voile des humides silhouettes, des gouttes immobiles parmi les peaux, le murmure des corps à l'oreille des toits, j'effleure des lèvres les nuages d'un songe, le ciel qui a fait de nous son voluptueux miroir, le lit où toutes les ardeurs ont fleuri, le bateau éthéré de nos radieux voyages, ce fruit ivre de nous toujours, époustouflant par tous les temps, des inextinguibles soifs, je crie d'amour encore jusqu'à l'embrasement. Alors, je trouve que dans cette poésie, dans ce poème, il y a effectivement la nature qui est très présente, qui ne peut donc pas se détacher du sentiment amoureux. Il y a aussi l'érotisme qui est très présent. Et je trouve effectivement que tu mêles à la fois les éléments, le corps qui est très présent, le sentiment, et en même temps j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de désespérance quand on lit le dernier vers. Je crie d'amour jusqu'à l'embrasement. Pourquoi l'embrasement? Bon, pour ce point particulier, en fait, sans survoler en même temps ce que tu me dis, mais dans la fin, en même temps, j'ai pensé un peu à... Déjà, Lorca, c'est un poète que j'adore, hein, et j'étais sur les terres andalouses de Lorca, et j'ai beaucoup lu ce poète. Et j'avais en pensée, quand le poète, en même temps, il déclamait son poème devant le peloton d'exécution. Tout à fait. Voilà. Et j'avais écrit quelque chose, je disais que les balles ont traversé le corps du poète, mais n'ont pas tué sa poésie. Voilà. J'ai pensé un peu, parce qu'en fait c'est lié aussi à toutes des réminiscences aussi, à la fois de la poésie de Lorca, de ma propre vie, ma propre expérience, et aussi
mais mon arpentage du territoire andalou, que j'avais beaucoup aimé, ouais. Le flamenco, tout ça. Des lieux aussi d'ardeur et de ferveur. D'où l'embrasement, effectivement. D'où l'embrasement. D'accord. Donc j'aimerais bien que tu lises le poème d'Elle à moi, toujours qui parle d'amour, mais autrement. Voilà. Je t'attendrai dans cet entre-deux, où la passion se devine et soulève les montagnes. Le temps s'écartera pour donner corps à un rêve. La mise en mouvement d'un regard, la délicate vague d'un espace sublimé. Tant de robes flotteront à l'horizon, où j'accrocherai les courbes de ta voix. Verrai grossir ce soleil tant attendu, que mes yeux deviendront le foyer de cet ardent éclat né de ton rythme. Les bateaux hisseront leurs voiles, où seul le vent connaîtra nos étreintes. Je dessinerai les mers inconnues de tous, pour qu'une île trouve sa tendre allure, délaissant sur les récifs les cailles des chagrins. Nous mêlerons nos lèvres dans les embruns, nommerons les oiseaux avec l'élan de l'amour, sur tous les nuages, à l'image d'un chatoiement. Le ciel deviendra la peau de ce qui nous a ravis, un ailleurs si désiré, sourd aux querelles, la force d'y croire, à l'abri des temps sombres. Là encore, je trouve qu'il y a une puissance dans les mots que tu choisis, ce qui m'amène à la question suivante. Comment crées-tu ? Alors c'est souvent une question que l'on pose aux auteurs, notamment aux poètes, parce que les lecteurs ont envie de savoir, mais qu'est-ce qui vous fait créer ? Est-ce que vous observez des choses autour de vous ? Comment vous arrivez à coucher tous ces mots sur un papier ou sur l'écran, puisque maintenant on écrit de plus en plus sur l'écran ? Quelles sont tes sources d'inspiration, Thierry ? En fait, les sources sont partout, hein. Et la poésie aussi à la fois, c'est-à-dire, bon, il y a des choses peut-être qu'on a vécues à un certain moment et qui sont un peu, qui sont gardées, enfin, dans une mémoire. Et la poésie permet de révéler aussi les choses. Mais les sources d'inspiration, c'est un peu tout. C'est un peu tout. J'observe beaucoup, j'écoute aussi beaucoup. C'est-à-dire, la poésie peut partir de rien. Ou j'écoute un pêcheur de Dieppe qui parle de son ancien amour, d'une femme qu'il avait aimée, etc. J'écoutais le débit de paroles, etc. En même temps, il y avait quelqu'un qui ne peut plus prendre la mer, enfin, c'était un grand pêcheur. Et en rentrant, en même temps, j'ai écrit un poème, La femme du pêcheur. Et je pense que c'est en l'écoutant, son récit de vie. Son récit de vie, ça a démarré le poème. Où je peux voir quelqu'un passer, par exemple, avec une robe bleue que j'ai admirée. Comme Baudelaire à une passante. Oui, le poème va donner à cette robe bleue un corps, etc. C'est ça qui... ça peut partir de... des fois, il y a eu des événements, il y a toujours des événements, l'événementiel, enfin, il y a toujours l'actualité brûlante, des fois désastreuse. Et parfois, enfin, je réagis, enfin, ça mûrit. Mais je sais quand il y avait eu cette émission disant que les herbes à pic, c'était une herbe comme ça qui poussait, je dis non, ces herbes, monsieur, poussent au bord de nos gouffres. Mais j'ai pris une semaine, vous savez, il y a une sorte de rage qui bout, un peu comme un volcan, et après je décide de le mettre en mots. Voilà. Des fois, ça macère un peu, et à un moment, ça s'impose d'une manière assez vite. Ouais. Alors, est-ce que tu as plutôt tendance à écrire le matin, le soir? Est-ce que tu as des heures où tu te sens davantage prompte à l'écriture ou pas du tout? Ça vient, tu t'y mets quand tu as envie de t'y mettre Oui, c'est-à-dire, je me dis jamais que je vais écrire un poème. Et ça peut être aussi quand je conduis, et le poème, il est dans ma tête, etc. Mais j'écris essentiellement la nuit. Vous savez, la nuit, c'est propice aussi au silence, c'est propice au calme. Et des fois, on se dévêtit un peu du jour. Et là, on est un peu presque au niveau presque, je dirais presque au niveau de la nudité des journées. Oui, c'est vrai. Et là, je commence à écrire. Vertige, ça a été, quand j'avais fait une grande série de peintures en 2018, je savais que j'écrivais Vertige le soir.
Et des fois, pendant que j'écris, entre deux peintures, il y a un poème. D'accord. Voilà. Justement, je voulais te poser cette question-là. Est-ce que l'écriture et la peinture, pour toi, sont totalement liées? Oui, c'est tout à fait lié. Ou est-ce que ce sont deux activités que tu sépares? Non, c'est tout à fait lié, parce qu'en fait, je suis dans le visuel, et en même temps, je vois ce que j'écris. Il y a presque une plasticité aussi du regard. C'est ce que j'allais dire, tout à fait. Et c'est un peu, même quand je travaille, vous savez, quand vous... il y a un début qui va un peu donner un peu une architecture un peu à la forme, qui a servi de point de départ pour essayer de se débarrasser du vide du papier, et en même temps qui va se retrouver annulé. Et la poésie fonctionne comme ça. Il y a des choses qui arrivent, et en même temps qu'on essaie d'émonder, pour peindre aussi, c'est un travail inspirant. Absolument. Ouais. Et peindre, c'est dire. Ouais. C'est quelque chose que je dis assez souvent. Ouais. Les gens pensent que les couleurs, les formes sont abstraites. Non, ce sont des mots autrement. Enfin, ce sont des mots qui dépassent... Oui, et puis la peinture qui m'a toujours intéressé, c'est pas que je suis pas un contemplateur de l'art abstrait, etc., mais j'étais plus proche de la peinture expressionniste, enfin la figuration, exact. Certaines figurations. Oui, parce que c'est vrai que ça m'a fait penser au cri d'Edvard Munch. Oui, parce que c'est des peintres que j'aime beaucoup. Egon Schiele, enfin il y a une galerie assez immense dont je me suis nourri, des expos que j'ai vus, mais a toujours un peu le rapport à la peinture qui me renvoie aussi à des questions très, très humaines, qui renvoie aux questions aussi sur le corps, sur l'amour, sur l'absence, sur la mort, etc. C'est la peinture qui me parle, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors, je note qu'il y a un autre thème qui traverse aussi, donc on a vu tout à l'heure l'amour, mais c'est la colère. La colère, j'ai pu relever qu'il y avait de la colère, mais une colère, alors par moments un peu sourde, et puis par moments très... donc, il y a, justement, et ainsi étions-nous, page 9, et je vais te laisser lire tout à l'heure le cri, justement, aux pages 22-23. Mais donc, à la page 9, j'ai beaucoup aimé... ainsi nous étions. Allez, enflamme ce qui est encore putrescible. Pousse plus loin ton désir de combustion. Rien ne doit dépasser de ton enclos, ni se perdre sans ta rage de finir en fumée. Nous allons de la même tension insensée arrimer les ombres aux vagues de la cendre, séduire la touffeur des esprits belliqueux, invoquer les puissances fertiles de la boue. L'incantation sera le seul visage envisageable pour nous sceller dans les arcanes du miracle. Mon amour si tragique avec sa lune vénérienne, son centre de fractalité voué à tous les sorts. Jouez! Déshabille toutes les zones nues, expulse la violence la plus inimaginable. Rien ne doit résister à ton ardeur démentielle. Pas de temps à perdre avec l'idée du rachat. Laisse les sauveurs sauver ce qui est fiable. Nous n'aurons que nos pertes pour postulat. N'en déplaise aux faiseurs d'événementiels, où cela se passe n'a rien d'un vaniteux miroir, ni d'un ring de la douleur sous des alléluia. La prière, nous en avons épuisé les limites. Ce corps maintenant débarrassé des carcans, humainement et mouvement, librement inviolable. Dévoré, prends ce qui te paraît viscéral, montre les crocs de ton lieu de brûlure, rien ne doit faire l'objet d'une analyse, expose les avancées salutaires de l'affect, les strates indomptées de l'hallucination, comment se forme la matrice d'un monstre. Les cris et les blessures au fond de la vision, nous deviendrons les chantres de l'insatiable, le serpent éternellement vivant dans le rêve, des marges opérantes, désociabilisées, ardues. Quand viendra l'heure du grand, bruyant délire, le monde se souviendra que nous avions été. Puissant. Merci. Alors, j'aimerais savoir, ainsi nous étions. Qui nous? Nous, peuple colonisé, oui, peuple qui doit se redresser? Oui, il y a beaucoup de tout ça, parce qu'en fait, la question de la liberté, c'est, je l'ai un peu chevillé au corps. Parce que je sais aussi tout ce qui est, ça nous coûte de carcans, d'enfermement, d'empêchement pour laisser en même temps crier les choses en soi. C'est une forme aussi à la fois de... Parce qu'en fait, ce corps en question, il est toujours un peu... Il est impliqué dans une histoire. Absolument. Il est impliqué dans une histoire.
Et en fait, c'est tout ça qui se mélange, en fait. Tout D'accord. ça. Mais en fait, il y a là, bien sûr, c'est comme si il y avait une forme d'urgence aussi. Exact. Hein? On sent l'urgence avec Un peu notamment les impératifs. dépêchons-nous de vivre, dépêchons-nous de Exact. mourir. Oui, aller, jouer, dévorer, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, c'est comme si, dis ta phrase, sois libre. Voilà, on ouvre toutes les vannes et puis voilà, demain. Et on laisse s'échapper la vie. Oh ouais, demain c'est un autre jour. Exact. Parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est toujours un peu la fragilité de ça. La question de c'est, on Le est là. bibidi. Oui, et puis voilà, tout ça c'est intéressant. Et puis pour revenir un peu au rythme, il y a aussi, bon, le pays est là fondamentalement. Exact. Et au-delà de mon amour du Gora, etc., parce que j'en joue aussi. Et il y a quelqu'un comme, on le sent aussi dans Pépin, mais Damas. Absolument. Damas, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu, que Moi aussi. j'apprécie beaucoup. Et à la fois le jazz, etc., le chant des plantations, le courage que les gens se donnaient aussi pour être. Voilà, vous savez, je vis j'ai une mémoire incroyable sur les choses. Et en fait, tout ça va ressortir un peu dans ce que j'écris. D'accord. Et je prends une sorte de totale liberté c'est comme si c'est accommodez-vous de moi, je ne m'accommoderai jamais de vous. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire Alors- j'ai le droit d'être libre, j'ai le droit de crier, parce que je sais d'où je viens. Nous Voilà. allons poursuivre notre entretien tout à l'heure parce que nous sommes arrivés à notre première pause. Donc on retrouve tout à l'heure Thierry Mathiazin qui continuera à nous parler donc de son recueil Vertige. À tout à l'heure. Donc nous retrouvons Thierry Mathiazin qui donc vient nous parler de son recueil Vertige. Thierry, nous allons poursuivre notre conversation. Nous étions en train de dire qu'il y avait de la colère. J'ai lu tout à l'heure le texte Ainsi nous étions, et j'aimerais bien que tu nous lises celui que j'ai trouvé coup de poing, mais vraiment il m'a interpellée, et il s'appelle Cri. Alors je te laisse nous lire ce texte que je trouve vraiment puissant. Crier parmi le faste des jours et les terribles appels de l'ombre, les intarissables cascades du plaisir et les pénuries d'où crèvent les autres, ruser avec les costauds du bel héritage, les patrons des modernes enclos, les auréolés de la grande messe des tromperies, les argentés de la mascarade salutaire, les mamelles généreuses et nourricières du sérail. Risquer son art dans le désastre, enfoncer le couteau dans la plaie institutionnalisée, le poison de logique destructrice, la complicité scélérate des bouffeurs de chiens-lits, sur une terre étouffée, un coin de frustration, un écart racialisé, cocktail explosif. Cocktail explosif. Alors Thierry, est-ce que dans ce texte, on peut y voir le pays Guadeloupe? Bien sûr, c'est le pays Guadeloupe. C'est le pays Guadeloupe. Et donc, pour ce pays Guadeloupe, tu sens qu'il y a un cri à pousser, c'est ça? Oui, il y a un cri à pousser, parce qu'il faut que... Enfin, il y a eu un cri séculaire, parce que le cri continue à prendre racine. Et puis, je pense qu'il y a... On voit en même temps dans le feu des événements, on sent qu'il y a une attente de quelque chose, il y a quelque chose qui tremble, qui bout, et les gens sont en quête d'un... Voilà, tout ça participe du terrain déjà très, très miné de souffrance. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Alors, très moi, miné de souffrance, ouais. quand j'ai lu ce texte, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pensé au cri de Delgrès. En plus, quand je lis le dernier vers, Cocktail explosif. Est-ce qu'effectivement, Delgrès, ça fait partie donc, de ces héros qui t'inspirent aussi en poésie? Enfin, en tout cas, quand tu penses au pays Guadeloupe. Oui, Delgrès a toujours été une inspiration. Il y a même un poème qui s'appelle Matouba. Oui, exact. Et ça, c'est... Voilà, c'est le cri en même temps de ce sacrifice qui est incroyable. Et, tout ça fait partie... c'est un peu des points d'alerte de notre terre de Guadeloupe, quoi. C'est
c'est un peu comme des vigies, quoi. C'est des choses auxquelles je pense. Tout ça participe encore de terre déjà de souffrance, etc. Et puis voilà, on ne doit pas en faire rigoler, enfin, avec ça. En même temps, c'est quelque chose de très tragique, mais en même temps être Optimiste et plein d'espoir. optimiste et plein d'espoir, même si on n'est pas dans un optimisme un peu béat. Bien sûr. Mais je pense qu'on a le droit aussi d'avoir d'autres chances. On a le droit aussi que le soleil brille vraiment, d'accord, débarrasser d'un peu de ces scories, etc., de ces choses un peu tristes. Et moi, j'essaie à la fois de regarder tout ça en face, en même temps, j'ai envie de chanter le pays aussi, de chanter sa sève, de chanter aussi. Il n'y a pas que les choses qui vont pas. Bien sûr. Tu vois, c'est un peu ça aussi. D'ailleurs, tu dis les mamelles généreuses et nourricières. Donc ça veut dire qu'effectivement, le pays regorge de choses extraordinaires. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai que parfois, il faut une certaine foi, même, dirais-je, pour pouvoir essayer de voir à travers ce qui dysfonctionne quelque chose qui pourrait nous aider à voir poindre la lumière. Oui, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est compliqué, mais on sent en même temps, il y a une dynamique, il y a une volonté aussi déjà les gens, je pense que les gens sont... je me trompe pas, enfin, je pense qu'il y a une conscientisation des choses, au-delà de toute exclusion de l'autre, etc., le procès qu'on veut nous faire, racialisé, racialiste, etc. Et il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment une tension, mais qu'il y a un peu une quête aussi de bonheur. C'est-à-dire, il faut toujours en même temps qu'on arrache en même temps ce bonheur, qu'on arrache un peu notre soleil. Et c'est pourquoi en même temps, c'est un peu bouillonnant, c'est un peu volcanique. Cocktail explosif. Ouais, c'est un peu... Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu penses que les poètes sont écoutés aujourd'hui en Guadeloupe? On se disait tout à l'heure en off que depuis le confinement, on a vu poindre beaucoup plus de poètes qu'auparavant, autant chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs. Est-ce que tu penses que notre mot, nos mots, vos mots sont entendus? Non, sont pas beaucoup entendus. Et je pense que les mots du poète, c'est les mots aussi du peuple où il écrit. Et en fait, c'est comme César disait, je suis la bouche, enfin, de ceux qui n'ont pas de bouche, de ceux qui etc. n'ont pas de bouche, tout à fait. Et voilà, je pense que déjà, bon, il y a une manière, je pense qu'il y a beaucoup de... Ça n'empêche pas, quand je perçois les choses, hein, c'est-à-dire, il y a une incapacité de dire. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de dire, qui n'ont même pas les moyens de crier. Et je pense que le poète est là aussi pour leur donner, comme César disait, une bouche, une voix, et de les faire entendre. Après, il y a un peu il n'y a pas eu de... On dirait, bon, enfin, il n'y a pas une grande sensibilisation. Parce que poser la question de la poésie, c'est poser la question aussi d'une élite, d'une intelligence, etc. C'est-à-dire la question de la réflexion. Et j'ai suivi un débat froid de Didier auquel j'ai répondu. Je disais qu'on était vraiment dans pour ce que j'entends, hein, dans une sorte de... La question de... On a toujours fait un procès à tout ce qui... À tout ce qui est intellectuel? Oui, tout ce qui est intéressant, à tout ce qui donne à penser, etc., sortir un peu de ces petites vérités toutes faites. Et cette violence, en même temps, elle participe d'une incompréhension. Je pense. Et c'est très regrettable. C'est très regrettable. Je pense que c'est comme quelqu'un qui fait sortir un papier, on dit ouais, il faut pas sortir ce papier parce que c'est trop intellectuel. Comme si en fait il faudrait écrire un papier, il faut dire ça aussi aux autres pays, aux gens, comme s'il faudrait mettre un mot au niveau des gens. La question c'est pas, après chacun a son, la question c'est pas de faire des différences de niveau, mais je pense qu'aussi où le bas blesse, parce qu'il y a pas la sensibilité aussi à la lecture, Tout à fait. fait problème. Parce qu'en fait, quand il y a cette sensibilité, on peut aussi on peut essayer d'ouvrir cette fenêtre pour essayer de regarder un peu ce qui se passe dans les écrits, etc. Parce que quand on lit, les livres sont là, les questions ont été posées, et j'ai l'impression que la réalité un peu à la traîne en même temps des choses qui ont été posées. Et ce sentiment un
un peu, moi qui me pose problème, l'impression que c'est comme si rien n'avait été fait. Absolument, et qu'on doive systématiquement recommencer. Ouais, comme si rien n'avait été dit, rien n'a été fait, tout est là pour tenir le corps par les cornes et puis pour avancer. Et pourtant, on a le sentiment, comme on dit en créole, nous cachailler de l'eau en panier, quoi. Oui, c'est ça, éternel recommencement. Ouais. Donc, je note que dans ton recueil, beaucoup de tes textes, nombreux, pas tous, mais nombreux, ont une absence de ponctuation. Alors, moi, ma question, pourquoi ce choix? Est-ce que c'est une façon de laisser libre cours à la parole? Et quand je dis la parole, je pense au verbe, comme on parle dans la Bible, verbe incarné. Est-ce que c'est une façon de laisser libre cours à la parole qui s'écoule comme une source d'eau vive? Est-ce que c'est ça, cette absence de ponctuation? Est-ce que c'est une façon de ne pas vouloir arrêter à la fois l'inspiration et peut-être le propos lui-même? Oui, c'est ça, c'est une sorte de déboulé, hein. Ça peut être un déboulé, il y a des déboulés un peu langagiers, un peu ici, tu sais, quand les gens parlent, en fait, dans notre oralité, et c'est ça aussi, et ça participe aussi du rythme aussi, tu vois, du mouvement. C'est comme un peu quelque chose qui serait intarissable, hein. Moi, je le prends comme ça, c'est un peu d'être toujours un peu dans la ferveur, ça s'arrête pas, etc., ça bouge, ça tremble, c'est comme la vie. C'est un peu ça. Et des fois, quand on écoute un peu, il y a des débits. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on dirait que le débit, celui qui parle comme ça, on dirait son propre débit noie son visage. Tu vois, il devient que parole en roue libre, parole un peu en folie. Et moi, quand j'écoute tout ça, il y a matière aussi à puiser, parce que c'est quelque chose de très, très, très fort aussi par rapport, qui est inhérent aussi à notre oralité. Oralité, tout à fait. La manière de parler, ça monte, ça descend, ça prend des détours, ça ruse. Ça, c'est très intéressant. Et la poésie, elle est un peu comme ça. Même quand on croit qu'une parole est finie, page infine. Et très souvent, quand on revoit quelqu'un... Parole comme des paroles. Voilà. Et nous, en tout cas, dit l'autre jour là, et on se dit, mais l'autre jour, parfois, c'était pas l'autre jour en termes chronologiques. Tout à fait. C'était il y a... Comme si, effectivement, ce qu'on se dit ne s'arrête jamais. Mais pourtant, on a le sentiment qu'on recommence internellement. C'est un peu particulier tout de même. Oui, c'est un peu particulier. Et puis, et en fait, la parole qui ricoche aussi, quoi. Oui. Oui. Hein, qui a monté le monde, qui a descendu le monde, etc. En fait, elle est en permanence en circulation. En même temps, c'est comme si aussi cette ivresse aussi de notre langue aussi, c'est une manière aussi d'exister. Voilà. Les gens, des fois, dans des incapacités de dire, dans incapacité de marquer quelque chose, ou d'avoir une concentration dans un livre, il y a une parole un peu en roue libre, une parole un peu folle, et qui... et tout son corps d'individu est dans cette parole. Tout à fait. Il y a un mouvement dans cette parole. J'aimerais bien que tu nous lises un autre texte qui m'a beaucoup touchée. Alors, vous allez entendre ça tout au long de l'émission. Tout le recueil de Thierry Mathiazin est magnifique. Mais évidemment, j'ai dû faire des choix pour l'émission. Donc, j'aimerais bien que tu nous lises Le temps d'un poème. Le temps d'un poème. Un poème t'attendait au coin de la rue, avec sa tête des mauvais jours, blotti contre une poubelle, le corps flétri, des mots épars tremblant dans les ordures. Une fille avec des jambes interminables secouait sa robe raturée de pâle lumière, essayant tant bien que mal de l'attendrir, avec la prose des passions tristes, la rime des façades bancales, les strophes du vide. Le village ressemblait à un amas de pages où même ces mots avaient perdu leur encre. Ses doigts étaient devenus l'écuelle des chiens, aboyant sa solitude entre les âmes inconsolées, se demandant s'il allait retrouver le courage de partir traîner ses humeurs assassines jusqu'au lieu où son imagination respirait. Des mots orduriers tentaient de le sortir de ses névralgies, de l'indifférence des maisons, de l'enfilade des ombres, de leur coïte flasque. Des gens passaient avec leur habituel mépris. Encore un qui couche avec les bibliothèques, plus froissé qu'une peau de chagrin. Poète, des errances éternelles, des coups du sort. Un poème t'attendait au coin de la rue, comme dans tous les coins du monde. Et il fallait bien que tu l'écrives avant de l'oublier. Merci beaucoup. Donc effectivement, le temps d'un poème. Un poème nous attendait au coin de la rue. Donc finalement, on voit quelque part à travers ce texte qu'il y a aussi
forme d'universalité de la poésie. La poésie, effectivement, elle est partout, elle est en toute chose. Maintenant, peut-être que nous n'écrivons pas tous de la poésie, mais la poésie est en toute chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis en fait, elle déniche un peu tous les anonymats, tous les silences. Et à travers en même temps cette personnification en même temps du poème qui Exact. au coin de la rue, etc. C'est comme si je lui donnais un corps, mais à la fois c'est le poème, c'est le corps, c'est une personne, etc. Ça peut être aussi un va-nu-pied, ça peut être quelqu'un qui traîne les pieds, ça peut être quelqu'un qui est pauvre, ou quelqu'un qui voilà, qu'on voit par exemple manger dans les poubelles, etc. Tout ça m'interpelle. Et en fait, et à travers ça, on peut parler soit de la déchéance humaine, en prenant en regardant tout ça, quoi, en regardant toutes ces désérances, ces tristesses. Tout à fait. Mais voilà, mais c'est un peu, c'est-à-dire, il fallait bien que je l'écrive avant de l'oublier. Exact. Voilà, c'est une manière aussi de dire, parce qu'il y a tellement de choses qu'on oublie. Il y a tellement de choses Il y a tellement d'urgence. Il y a tellement d'urgence, il y a tellement de choses qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de bouche. Et je pense que bon, c'est une forme de responsabilité pour moi, hein, à la fois de leur donner un sens. Parce que c'est ça qui est incroyable, c'est en fait quand on regarde, même ça, on pourrait faire toute une émission, c'est la manière dont quand tu disais l'inspiration, etc., comment le poème naît. Tout à fait. D'accord. Il peut... une fois j'étais vers Lens à la barque, etc., j'avais écrit un poème... comment ça s'appelle Il m'énerve. Et en fait, entre Anse à la barque et puis Vieux Habitants, j'avais fini le poème. Voilà, parce que les voitures qui me collaient un peu, etc. Mais à la fois, tout ça, c'est toujours ramener ça un peu au pays. Absolument. On n'est pas uniquement dans du papier peint, dans un paysage qui défile à l'infini, etc. On n'est pas des incarnés, tout à fait. On n'est pas des incarnés. C'est pourquoi le côté incarné, c'est quelque chose de très important pour moi. Voilà, c'est-à-dire même à travers la nature, elle est très présente. Elle est chère, elle est vivante pour moi. Exact. Ouais. Alors justement, on va poursuivre dans ton recueil, outre l'amour, outre la colère. Je vois que le thème du marronnage est aussi très présent. Donc, tu as vécu en Guyane 3 ans, c'est bien cela. Tu as côtoyé les Bonnies. Oui. D'accord. Que t'inspire le marronnage? Et est-ce que tu pourrais dire que ton écriture est marronne? Ah ouais, elle est fondamentalement marronne. Alors, toi, comment tu définirais donc le marronnage de ton écriture? Et on va lire tout à l'heure marronner encore. Oui, c'est-à-dire, c'est une... Comme je disais, tu sais, au début, c'est une... je m'interdis aucune liberté. Voilà. Après, bon, elle peut commencer comme on sait au système initial des autres, mais c'est pas ça la question. Mais en même temps, là, il y a toujours... poser ça, c'est... bon, peut-être on va parler, par exemple, de ce que j'ai écrit en Guyane, mais le marronnage a toujours été fondamental pour moi. Parce qu'en fait, on marronne, pourquoi? Parce que pour se soustraire, par exemple, à une loi un peu inhumaine, etc. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire, on peut être aussi se retrouver un peu dans une sorte de facsimilé, en même temps, de plantation, de système plantationnaire, etc. Et je pense qu'on est toujours amené à marronner. C'est comme Glissant disait, il y a une forme de modernité du marronnage. Absolument. Et le marronnage, il est fondamental pour nous, parce qu'en fait, la question de la liberté est fondamentale. Parce qu'on est descendant aussi de ces rages, de ces libertés, etc. Alors, voilà, il y a toujours une ruse du marron, etc. Pour rester libre un peu, pour rester en vie, sans doute. En vie, et puis ne pas tout... ne pas toujours survivre, mais peut-être vivre. Vivre. Alors, marronner encore. Regardez aujourd'hui danser la nature dégoulinante de sueur, loin du museau des chiens renifleurs de traces, déferler les vagues sans l'ombre d'aucune chaîne. Aimer le soleil en migrant nu sur ma peau, la marche des arbres en dissidence sans aucun bruit de fer. Ruser avec le temps des maudites résurgences, nager vers cet ailleurs si bénéfique à mes membres,
courir sur le sable en jogueur fou des éblouissantes victoires, saluer les nuages au-dessus des bateaux fantômes, imaginer des figures de proue pulvérisant les entraves, embrasser avec mon sang mêlé les nécessaires rébellions. Penser aux hauts lieux du marronnage sur mes promontoires d'hommes libres, museler le vacarme des fouets à la seule force de mes mots voguant dans les airs, démêler les blessures du passé à coups de cris dans le silence. Marronner, voilà ma politique verdoyante. Ma politique verdoyante. Pourquoi verdoyante? Parce qu'en fait, comme le marronnage était essentiellement dans la nature. Dans la nature. Et à un moment, c'est comme... je sais en même temps tout ce que le prix de tout ça, enfin, toutes les souffrances et les meurtres, etc. Et c'est un moment, c'est comme si à cause de ce courage en même temps, ça me permet aussi de regarder le soleil en face, de chanter le soleil, de chanter la nature. Parce que je sais aussi dans cette nature... Parfois aussi, j'entends les courses folles, tu sais, pour se soustraire aux chiens, tu sais, avec leur museau un peu enragé. C'est quelque chose des fois auquel je pense. Et en même temps, ça me permet de vraiment, parce que je dis aussi que ça, je leur dois ça en même temps, cette lutte-là. Et j'ai envie de chanter aussi cette nature-là. Même s'il y a toujours en toile de fond, tu vois, cette mémoire-là, mais j'ai envie aussi de... C'est vrai que le pays on peut pas m'enlever ça, quoi. Exact. Ouais. Le pays est toujours en toile de fond, ouais, en termes de paysage, mais en fait, tu ne fais pas de doudouisme. Ce n'est pas... Tu ne fais pas la gentille carte postale, la rivière était bleue, le ciel, non. Mais en fait, c'est une façon, j'ai l'impression, de convoquer le lien qu'il y a entre ce que nous sommes en tant qu'individus et cette nature, parce qu'en fait, effectivement, on est très souvent... On est du verbe être, mais aussi on est N-A-I-T. Le lieu a un impact sur nous. Tout à fait. C'est un peu ce que disait Zola quand il parlait de naturalisme. On n'est pas totalement étranger dans notre manière d'être et de penser. On n'est pas étranger complètement au lieu qui nous a vu naître. Hein, quoi. Oui, tout à fait. Mais même quand on était petit, etc., on courait peut-être avec les copains sous la pluie, etc. On était en permanence dans la nature, que ce soit la rivière, etc., aller cueillir des mangues, des goyaves. Il y avait un rapport vraiment comme ça à la liberté aussi du corps. Oui. Et en fait, et quand je perçois ça, il y a toujours, que ce soit les éléments, c'est les résonances de ça. C'est comme si une sorte c'est un peu un supplément de mon corps, c'est une extension de mon corps. Et de mon corps aussi, mais de ce grand corps qui est le pays aussi. Exact. Et tous ceux qui m'ont précédé, tous ceux qui ont, à leur manière, ont apporté une petite pierre, ont lutté, etc., avec leurs moyens rudimentaires parfois, mais qui ont résisté. Exact. Voilà. Alors j'ai eu le sentiment aussi, peut-être que ce n'est pas ça, mais tu me diras, un peu à la manière de Baudelaire, j'ai l'impression que tu fais ce qu'on appelle de la synesthésie. Alors je vais définir un peu pour nos téléspectateurs et auditeurs. C'est ce lien qu'il y a entre les différents sens. L'ouïe, la vue, l'odorat. J'ai eu le sentiment de retrouver ça dans tes poèmes aussi. Est-ce que c'est une réalité ou tu n'en étais pas conscient? Oui, c'est une réalité. Parce que comme je disais, tout est un peu... c'est comme le corps et les éléments, tout était mélangé. Tout est mélangé. Parce que pour moi, c'est comme... c'est comme un poète, au Chamoiseau, en fait, disait dans l'esclavier, mais le molosse, sous les selles du sous-bois. Je trouve ça vraiment génial. Exact. Les selles du sous-bois. Et en fait, on a un rapport comme ça, en fait, parce qu'on sait aussi qu'est-ce qui est fondamental, qui est pour fondamentalement le corps dans ces éléments. Parce que c'est un corps qui a été entravé, c'est un corps qui... Et forcément, dans cette ivresse en même temps, dans cette course folle, si tu veux, d'exister, ou des fois on voit des griseries un peu qui... on peut juger, mais des fois, il faut être dans une forme de compassion. Je pense que tout un chacun cherche un peu à se démêler avec tout ça. Exact. Et il y a certains qui se débrouillent plus ou moins, il y a ceux qui le font avec beaucoup de maladresse. Mais je pense qu'il faut avoir une sorte de compassion. Donc en fait, on marronne tout le temps. On marronne tout le temps. Donc je vais te laisser lire le Pays Boni, pays de nous.
Il a fallu trouer la nuit pour la libérer de ses fleuves impatients, laisser descendre la barque de mes lèvres, un boni fou de ta lune, accroché à tes étoiles fluides le blason de mes tempétueux excès, des piranhas rôdaient sur tes rives, quand ma bouche fendait ton lieu. Le grand serpent qui taraudait mon ventre a porté les clameurs du songe au village né de tes hanches, faune sauvage, scintillante dans l'œil crevé d'un arbre. Nous avions pour seul nom le cri, monté de toutes les folies de la terre, Maripasoula. C'était ce bord du monde où la vie avait fait de nous sa pirogue, lancée à toute vitesse dans la gueule d'un fauve, pénétrant la dense toison avec nos soubresauts de migrants. Tous les chemins des ombres nues s'enroulaient à nos appétits de monstres. Tes grandes jambes de sève chaude accueillaient la forêt de toutes mes ruses, revenues de tant de chevauchements de mornes, d'îles blessées et d'insupportables miroirs. Il a fallu bien s'abreuver à la source du Maroni, ramer notre ivresse et braver la peur que les maudits atavismes avaient distillé dans nos veines, brisé les enclos habituels en de salutaires abattis ouverts à tout vent. Nous regardions le monde, l'éprouver par la seule force de nos obsessions, décisions de son contour, quand la passion nous saisissait, fleuve nous étions, fleuve nous resterons. Donc c'est un hommage donc au Boni, au pays donc de la Guyane que tu as côtoyé pendant 3 ans. Ouais. D'accord. C'est un pays qui t'a marqué. Qui m'a marqué. J'avais déjà lu, je rappelle au Beaux-Arts, un livre de Richard et Sally Price sur les Bushinengue. Et la rencontre de fouler le sol de Maripasoula, ça a été vraiment un vrai choc. Un vrai choc. Et puis j'ai appris beaucoup de la culture, des Noirs marrons, etc. Je lisais aussi Jean Moumou, qui est quelqu'un qui est extraordinaire. Et puis voilà, j'ai vécu là, j'ai travaillé, j'ai vécu pendant 3 ans. J'étais souvent en pays Boni, Papa Echton, etc. J'étais en pays aussi amérindien. Et ça a été une... et en fait, j'en ai tiré un livre. Ouais. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce roman, donc L'Enragé, suivi donc de Le Monstre du Maroni que je montre à l'écran. Est-ce que rapidement tu peux nous dire de quoi il est question? Oui, en fait au début il y a une... vous savez, je me suis mis un peu à écrire. J'écris toujours un peu dans l'urgence aussi. Je me suis mis à écrire, mais en fait il y a 2 parties. Il y a L'Enragé, Le Monstre du Maroni. L'Enragé, c'est un peu où je balaie tout. Il y a des choses à la fois autobiographiques, il y a des passions à la fois pour des livres, des peintures. Et j'écrivais en même temps, je parlais un peu de l'actualité de Maripasoula, de ce que je voyais, etc., les échanges. Et à un moment, il y a eu... j'ai senti que c'était un peu c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait advenir. Et en fait, Le Monstre du Maroni est né un peu... j'ai bonne mémoire de ça, un peu à 1h moins de quart au bord du fleuve. D'accord. Voilà, et puis ça m'a coûté un peu presque au petit matin. À telle enseigne, quand le monstre était passé, les arbres étaient abattus. J'avais l'impression que c'était mon monstre qui les avait abattus. C'est tellement que j'étais un peu imprégné dans l'histoire. Et ça a commencé, j'ai inventé mais en amont, il y avait soit des livres de Momo, de Serge Anelli, et des contes, de discuter avec les gens. Je vivais avec les gens. J'étais pas dans un milieu enfermé, professoral, etc. D'accord, je vivais dans une petite case. Et j'étais dans une proximité avec les gens. D'accord. Et ça m'a permis aussi d'observer, de regarder, d'écouter, de voir. Et tout ça a été matière aussi pour bâtir cette histoire. Voilà. Mais le monstre est né, pas comme monstre de King Kong, c'était aussi pour une... parce que dans le livre, dans le Monstre du Maroni, je fais advenir un peu des personnages qui sont plus de la Guyane. D'accord. Il y a Patou, Chimbo, un livre de Stephenson, et il y a pas mal de... Et en fait, je voulais un peu à la fois une question un peu sur la modernité. Je pense que bon, après les choses se sont un peu beaucoup dégradées, hein, et des choses sont tristes au bout du fleuve.
suicides aussi. Exact, malheureusement. Et des Amérindiens aussi. J'avais écrit dessus. J'ai été en pays amérindien. J'ai vu ça, j'ai vu les désespérants. J'ai senti un monde un peu qui était un peu... qui était en train d'être bouleversé, en ouais. fait. Et un monde finissant. Un monde qui allait disparaître. Et il y a un personnage là que je... Parce que j'ai été à Antekompata et puis en même temps, je règle un petit compte entre guillemets avec Andekonia, qui est un métro qui avait créé un village là-bas. Et puis en fait, on s'est pris un peu le bec. Et j'avais lu son livre, j'ai choisi d'être indien et puis j'ai décidé aussi de lui donner sa réponse. Parce que je pense que son attitude n'a pas été tout à fait correcte vis-à-vis des Amérindiens. Il se posait en sauveur comme ça des Indiens, etc. Un peu de sorte de vieux fantasme colonialiste. Et en fait, c'est dans l'observation. Et puis le monstre est né de ça. Mais c'était pour une question aussi c'est-à-dire même dans le collège, je travaillais, vous savez, même au niveau, je parle des choses par exemple au niveau pédagogique, où certains élèves, même si tu leur dis pas le mot en boni, en aloukou, en taki-taki, par exemple, il y a le rapport aussi au réel. Et puis je sentais en même temps, j'ai senti cette violence à la fois où j'enseignais, mais je sentais qu'en même temps, il y avait quelque chose qui était un peu cassé. D'accord. Et je sentais qu'il y avait quelque chose... il y avait une violence en même temps dans cette implantation, même si en même temps, il y a un peu parce qu'en fait, quand tu vois en même temps le contenu pédagogique en même temps Oui, j'imagine. Voilà, ce qui fait que j'étais obligé de faire un travail pour sans contact avec eux, de faire venir par exemple des artistes qui faisaient des tembés, un peu peinture boni, et de prendre des éléments en même temps dans leur environnement pour essayer de travailler avec eux. De travailler, de les intégrer. De les intégrer sans forcément les enfermer dans quelque chose. Parce que je faisais un peu des allers-retours entre la peinture contemporaine et puis le rapport un peu des peintures tembées avec certaines peintures contemporaines. Mais c'était pas évidemment... Mais ça a participé en même temps parce que le monstre, il détruit tout. Voilà, mais à la fois aussi il construit. Il construit, c'est-à-dire en fait la destruction n'est pas là pour, c'est pas une destruction gratuite. Voilà. C'était pour poser des questions. Nous te remercions, on va s'arrêter là, mais on va se retrouver tout à l'heure dans la conclusion, parce que je me rends compte que j'ai encore des questions. Je ne pourrai peut-être pas toutes les poser. Nous allons maintenant passer à l'autre partie que vous connaissez déjà, c'est quelques lectures à vous conseiller. On se retrouve donc tout à l'heure. Donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, la rubrique « Quelques lectures à vous conseiller ». Tout d'abord, aux éditions Negmaron, La Confiseuse. Le tout dernier ouvrage écrit par Dominique Lancastre, donc en fait il s'agit d'une nouvelle. Avec La Confiseuse, nouvelle des Alizés, Dominique Lancastre, en parfait conteur, nous amène à la rencontre de 10 femmes qui évoluent dans une ambiance féerique. C'est par l'intermédiaire d'Antoine, seul personnage récurrent, fil conducteur de ce recueil, que nous découvrons ces femmes au pouvoir si particulier. Sa voix de narrateur, de conteur, plane comme un air de musique, sans jamais quitter nos esprits. Aux éditions Nestor maintenant, Caramel Blues de Didier Destouches. Donc il s'agit de carnets poétiques, issus de nombreux moments de méditation et de contemplation, dans un contexte de pandémie mondiale et de crise sociale locale. Sous la forme de vers libres, de slams, de versets, de sonnets et de quatrains, dans une langue simple et épicée, ces poèmes sont un témoignage de l'admiration de l'auteur pour tout l'art poétique et un plaidoyer pour son unité. Aux éditions maintenant, Une voix, une histoire. Je parle à ma tête, donc un ouvrage écrit par Sarah Juste que nous avons eu le plaisir de recevoir ici dans l'émission, tout comme Didier Destouches précédemment cité. Donc l'ouvrage de Sarah Juste a été mis en voix par les éditions Une voix, une histoire et lu par Manixiar Titeka qui en est donc qui est la directrice donc des éditions Une voix, une histoire. Sarah Juste est experte en préparation mentale.
Elle t'accompagne dans ton processus de transformation et t'aide à atteindre tes objectifs professionnels, personnels et privés. Elle s'appuie sur son expertise dans le domaine de l'accompagnement et propose une méthode simple et efficace à l'aide d'une pédagogie différenciée répondant aux besoins personnels de chacune et chacun d'entre nous. Ce livre est fait pour t'aider ou te servir à quelqu'un de ton entourage. Nous avons donc terminé avec la présentation de quelques ouvrages que je vous conseillais. Passons maintenant à la minute de la lectrice ou du lecteur. Aujourd'hui, c'est un jeune garçon. Alors, je suis super contente parce que depuis août, où nous avons donc cette émission et donc cette présentation de cette minute de la lectrice et du lecteur, c'est la première fois que nous avons un garçon. Un appel à vous, messieurs, jeunes hommes, ne me dites pas que la littérature n'intéresse que les filles ou les femmes, c'est faux. La preuve en est, nous recevons Thierry Mathiazin, d'accord? Donc, je rappelle que vous pouvez nous envoyer votre vidéo, allez maximum 3 minutes, et dans cette vidéo, vous parlez d'un livre qui vous a plu, et vous dites pourquoi, ce qui vous a plu donc dans ce livre. Donc aujourd'hui, nous recevons donc, vous allez écouter Luc, un petit garçon de bientôt 8 ans, qui parlera de son livre Coup de cœur. Je rappelle que vous pouvez envoyer votre vidéo à l'adresse mail suivante, lauretarer@gmail.com. Bonjour, je m'appelle Luc Nicolas, j'ai 7 ans, j'aurai bientôt 8 ans. Je vais vous parler des 3 frères Gros Vent, Grande Gueule et Jean-Signe, écrit par Didier Manette, illustré par Quincy Gann, les éditions Nègre Marron. J'ai choisi ce livre parce qu'il me plaisait beaucoup. Ce livre m'a plu parce que il y avait des choses qui étaient très bien écrites. L'histoire parle de 3 frères, Gros Vent, Grande Gueule et Jean-Signe. Le premier, il s'appelait Grande Gueule. On l'a appelé Grande Gueule parce que il avait une grande bouche. Le deuxième, c'était Gros Vent. On l'a appelé Gros Ventre parce qu'il avait un gros ventre. Et le dernier, Jean-Signe, on l'a appelé Jean-Signe parce qu'il avait des jambes plus petites que des spaghettis. Elle parle des 3 frères. Ils obéissent pas à sa mère. Une fois, sa mère lui disait d'aller récupérer de l'huile dans un magasin et de rester sur la route. Et aussi, Gros Vent a aperçu un corosolier et il grimpait et mangeait les corosols. Il envoyait 2 corosols à ses 2 frères. Il mange Gros Ventre. Comme il mangeait le corosol, son ventre grossit et bam, son ventre est tombé sur une branche et il s'est fait mal au ventre. Grande Gueule, comme il rit, il a fait ah 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 ah. Après, il s'est cassé la bouche. Et Jean-Signe, quand il a vu ça, il a allé prévenir sa mère, mais un petit moment plus tard, il a marché dans une fourmilière et il est tombé. Aïe! Après, des voisins qui les a vus, aïe, et ils ont pris les enfants et les mis dans le lit de leur mère. Et après, ils ont arrêté de désobéir à leur mère. Nous passons maintenant à une rubrique que vous connaissez bien, celle consacrée donc au conseil en écriture par Corinne Dossa. Aujourd'hui, vous retrouverez votre auteur coach pour le 9e volet de ses conseils pour poursuivre l'ouvrage que vous avez déjà certainement commencé à écrire. Donc écoutez bien ce 9e conseil qu'elle a à vous donner.
On poursuit avec nos capsules d'écriture et aujourd'hui, c'est la capsule numéro 2 sur les personnages. Et il y en aura 3, puisque les personnages sont quand même un chapitre très très important des cours d'écriture. Si vous écrivez un roman, votre récit va mettre en scène des personnages. Sans eux, pas d'intrigue, pas d'histoire. Votre personnage principal sera celui qui vit le plus de conflits. Mais il ne faut pas confondre protagoniste et héros. Le héros a une aura positive, alors que le personnage, lui, ça peut être un méchant, ça peut être un gentil. Ceci étant, il est plus facile de se projeter dans un personnage que nous estimons, nous, selon nos critères positifs. Mais il s'agit plus d'une habitude en réalité que d'un besoin. Nous nous identifions au personnage dans 3 situations précises. La situation la plus évidente, c'est lorsque nous le comprenons, lorsque nous avons les mêmes valeurs que lui. Deuxième situation, lorsque le personnage est lisse. Exemple type, Tintin. Tellement lisse que tout le monde peut se projeter. Je parle bien de Tintin, la bande dessinée. Et le troisième cas, c'est lorsque le personnage vit des conflits. Il peut être le pire des salauds si vous le mettez dans une position délicate. Eh bien, votre lecteur y fera involontairement, ou volontairement d'ailleurs, un transfert sur lui. Mais n'oubliez pas, quand même c'est très important, que la notion de gentil et de méchant est totalement subjective. C'est souvent par les yeux de votre protagoniste que l'histoire est vécue par votre lecteur. Il doit donc être particulièrement travaillé pour que l'identification se fasse. Plus votre protagoniste aura d'aspérité et de failles, et plus il sera efficace pour votre histoire. Donc, ce que vous devez retenir de cette capsule, 3 choses. Le héros, toujours positif. Le protagoniste, ça peut être un gentil, ça peut être un méchant, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que vous allez pulser en lui, les failles que vous allez introduire dans son être pour que votre lecteur en face puisse s'y identifier. Prochaine capsule, encore une capsule sur les personnages. À bientôt. Et enfin, nous retrouvons donc notre dernière rubrique avant la fin de cette émission. Une page se tourne, silence ça tourne. Rubrique que vous connaissez bien maintenant, puisque à travers cette rubrique, Alix, notre chroniqueuse, vous parle d'un roman, d'un livre de manière générale, qui a été adapté à l'écran. À tout de suite. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adaptation du livre Dans la chaleur de la nuit. Dans la chaleur de la nuit, au titre original In the Heat of the Night, est un roman policier américain écrit par John Ball, paru en 1965. John Ball est né le 8 juillet 1911 dans l'État de New York et mort le 15 octobre 1988 dans le quartier de Encino à Los Angeles. Il est surtout connu pour ses romans policiers, mettant en scène l'enquêteur noir Virgil Tibbs, comme c'est le cas pour Dans la chaleur de la nuit. Le roman dénonce le racisme qui sévit dans les petites communautés sudistes à l'époque du mouvement afro-américain des droits civiques. Dans le Mississippi des champs de coton, dans une petite bourgade sordide, Sparta, un crime vient d'être commis. Un industriel sur le point de monter une usine est retrouvé mort dans la rue, assassiné. Un voyageur inconnu, assis dans le hall de la gare, est arrêté par l'adjoint du shérif. Il est aussitôt accusé du meurtre. Il est noir et a beaucoup d'argent sur lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme venu de Philadelphie est Virgil Tibbs, un officier de police de cette ville. Il est alors relâché sans un mot d'excuse. Son supérieur lui ordonne alors de rester à Sparta et de collaborer avec le shérif Gillespie pour retrouver le meurtrier, demande appuyée par la veuve de la victime qui n'a pas confiance dans la police locale. Mais débusquer l'assassin se révèle une tâche difficile. De fausses pistes en fausses pistes. Si le chef de la police a des préjugés contre ce noir qui prétend lui donner des leçons, Tibbs n'en est pas exempt. Pour lui, l'ignoble planteur raciste ne peut être que le commanditaire de l'assassinat.
La vérité, comme les protagonistes, va se révéler bien plus complexe et moins manichéenne. L'adaptation cinématographique du roman sort en 1967, réalisée par Norman Jewison, acteur, producteur, réalisateur et scénariste canadien. Pour son film, Norman Jewison a pris soin de particulièrement bien s'entourer. On retrouve ainsi Quincy Jones à la tête de la bande originale, son ami Ray Charles comme interprète de la chanson-titre, et au montage un certain Al Ashby qui fera ses premiers pas de réalisateur 3 ans plus tard avec Le Propriétaire et signera notamment Harold des modes, mais surtout l'acteur Sidney Poitier dans le rôle de Virgile. Comme l'indique son titre, pour une fois traduction fidèle de l'original, la première caractéristique du film est d'avoir parfaitement su retranscrire l'ambiance poisseuse de cette petite ville sudiste, noyée dans leur conservatisme effréné. En ouvrant son film sur des scènes nocturnes, Norman Jewison accentue le malaise en transformant les ruelles en zones de non-droit où chacun fait justice par lui-même, engoncé dans une bêtise crasse qui laisse cours à toutes les stigmatisations. Le film se caractérise par une grande authenticité du langage, en particulier le ton méprisant et les termes injurieux qu'emploient les Blancs à l'égard des Noirs dans la version originale en langue anglaise. Le tournage s'est déroulé du 26 septembre jusqu'au mois de décembre 1966 à Belleville, Chester, Diasburg, Freeburg et Sparta. Si le récit et la mise en scène obéissent parfaitement au code ultra classique du genre, Norman Jewison, qui a connu son heure de gloire pendant les années 60 et 70 avec l'affaire Thomas Crown, mène son entreprise avec une redoutable efficacité. S'appuyant sur un scénario minutieusement écrit, donnant lieu à une série de scènes édifiantes qui n'ont pourtant rien de ces passages obligés qui plombent souvent les films à message, la réalisation trouve un équilibre quasi parfait entre le polar et la dimension militante du propos. Le réalisateur canadien Jewison veut raconter une histoire anti-racisme où un noir et un blanc travaillent ensemble malgré les difficultés. Une discussion du film devient célèbre dans laquelle le chef Gillespie se moque du prénom de Virgile. Le chef: « C'est un drôle de prénom pour un nègre de Philadelphie. Et comment on t'appelle là-bas » Virgile lui répond alors sèchement: « Il m'appelle Monsieur Tibbs. » Cette réplique se classe 16e dans le classement de l'American Film Institute, 100 ans de cinéma sans réplique célèbre. En 1968, Dans la chaleur de la nuit va marquer l'histoire des Oscars en devenant le premier film américain interdit aux moins de 13 ans à obtenir la statuette du meilleur film, triomphant de concurrents aussi redoutables que Bonnie et Clyde d'Arthur Penn et le lauréat de Mike Nichols. Et le film de Norman Jewison va repartir de la soirée avec pas moins de 4 autres récompenses. Acteur pour Rod Steiger, adaptation, montage et mixage son. Fort de cette pluie de trophées, le film connaîtra 2 suites dans lesquelles Sidney Poitier reprendra son rôle. Appelez-moi Monsieur Tibbs de Gordon Douglas en 1970 et l'organisation de Don Melford l'année suivante. En 2 décennies, Sidney Poitier est parvenu à devenir plus qu'une figure incontournable du cinéma américain, un véritable symbole au même titre que le fut Mohamed Ali sur les rings de boxe. Premier acteur noir à avoir imposé sa présence auprès du grand public américain, il n'a cessé de jouer entre 1950 et 1970 des personnages en but à l'intolérance de ses concitoyens. Ses choix de films aux résonances clairement militantes lui ont permis de devenir le premier homme de couleur à remporter l'Oscar en 1964 pour Le Lys des Champs, quelques mois seulement après la marche pour les droits civiques à laquelle il avait participé. Mais loin de vouloir se contenter des rôles de victime, prisonnier d'une condition, Sidney Poitier a toujours préféré incarner ceux qui avaient su s'affranchir du fatalisme social pour atteindre les positions les plus prestigieuses. Chirurgien dans La Porte s'ouvre, élève doué dans Graines de violence ou encore médecin de renom dans le célèbre Devine qui vient dîner de Kramer. En plus du film Dans la chaleur de la nuit, sera décliné en série de 1988 à 1994 pour NBC et CBS, diffusé en France par TF1, avec aux commandes de l'adaptation James Lee Barrett, le scénariste des Bérets Verts. En France, la série a été diffusée à partir du 8 juin 1989 sur TF1. Le pilote aurait été diffusé en première partie de soirée le 9 mars de cette même année.
Rediffusée sur RTL 9, elle va durer 7 saisons avec les acteurs Howard Rollins dans le rôle de Virgin et Carol O'Connor dans le rôle du chef Gillespie, tous les deux gagnants d'un Emmy Award pour cette série. Ma rubrique se termine, je vous passe le relais Laure. Alix, nous te remercions vraiment pour cette rubrique qui, comme d'habitude, est fort intéressante et on te retrouve donc bien très bientôt dans un prochain numéro. Thierry, j'espère que cette rubrique t'a plu et nous allons maintenant te redonner la parole. Donc, avant de conclure, parce que j'ai encore quelques petites questions à te poser, je vais donc revenir un petit peu sur 2 ou 3 choses que j'aimerais que tu partages avec nous. Donc, dans ce recueil, j'ai constaté que tu as 2 types de textes. Tu as à la fois donc des poèmes sous forme de strophes, mais tu as aussi donc des poèmes sous forme de prose que l'on appelle de la prose poétique. Qu'est-ce qui motive ce choix? Alors, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que tu peux nous dire est-ce que c'est encore ton désir de liberté, de marronnage en écriture? Oui, de liberté, c'est-à-dire d'emprunter tous les chemins possibles et imaginables. C'est pas... Parce qu'en fait, c'est comme quand on peint aussi, c'est-à-dire à un moment donné, il y a une exigence aussi avec la peinture. Des fois, on peut comme Picasso disait, faire des moules à gâteau et puis de mouler les mêmes choses en permanence. Et là, pour l'écriture, c'est un peu comme ça. C'est un peu j'essaie de pas forcément de te limiter. Ouais, de me limiter à quelque chose, de trouver toutes les voies sont possibles pour dire ce que j'ai envie de dire. Parce que moi, je parle de la rue, de la vague bleue, la rue. Ben justement, c'est ce que je voulais lire. Alors, comme il est pas très long, donc la rue de la vague bleue. Elle est comme un prolongement de mon corps par mes nombreuses fréquentations depuis l'enfance jusqu'à ce jour. Longe le bord de mer depuis que des haies, villages blottis contre la montagne, coulaient des jours tranquilles, rythmés uniquement par son activité de pêche. Même si tout a bien changé, il garde sa tranquillité de village d'antan. Appris, vécu, vu, rêvé à bien des choses là, le bord d'un monde imaginaire, un envol dans la lumière, un plongeon dans le bleu du ciel, une ouverture fantastique sur les pays rêvés. Une de ces nombreuses histoires dont une qui m'a particulièrement interpellée. Anciennement, les habitants qui vivaient là étaient vus bizarrement comme fréquentant la mort, ayant avec elle des relations pas très recommandables dues à la proximité du cimetière. Et c'est cette même rue qu'empruntent les corbillards pour emmener ceux qui ne verront plus l'horizon à leur dernière demeure qui surplombe le bourg. Cette rencontre fragile de la vie avec ce qui va contrarier ses déferlements, son ardeur, sa beauté et ses ivresses. Me souviens aussi d'avoir écouté une ancienne habitante vivant maintenant à Sainte-Rose, une commune limitrophe, qui m'a invitée à me laver les mains chez elle après que j'ai changé ma roue crevée juste devant le trottoir de sa maison. Me contant l'histoire incroyable d'une femme vêtue d'une merveilleuse robe rouge lors d'une victoire électorale qui grimpait la rue jusqu'au cimetière pour aller cueillir les fleurs d'un flamboyant et redescendre ensuite la tête couronnée de ces fleurs, animant les rues d'une inoubliable liesse. À travers cette histoire, on voit comment la vie se mêle à la mort dans un jeu de miroirs chatoyants. La rue n'est pas toujours bleue, avec les nombreux cortèges qui y passent, la tristesse, les deuils qui frappent les familles. Comme à la croisière du nom d'un restaurant, ma vigie habituelle, mes visions tanguent sur les adieux, s'amarrant fiévreusement à la vie qui est là, à ses navigations multiples. J'ai beaucoup aimé la rue de la vague bleue. Alors, j'ai noté que tu dédies 2 de tes poèmes à des personnes célèbres, comme Ernest Pépin, avec le poème intitulé Gina, en référence à ce personnage de ce roman Toxic Island, et L'âme de la jungle, page 42, à Wilfredo Lam. D'ailleurs, pour son tableau qui s'appelle, je crois, La Jungla, The Jungle, la jungle. Alors, ces 2 personnes sont-elles tes modèles, toi, l'auteur et le plasticien, et pourquoi ?
Oui, c'est-à-dire, bon, pour parler déjà de l'âme a toujours été une référence pour moi dans mes études aux Beaux-Arts, etc. Parce que j'avais fait un travail de recherche, un exposé sur sa pratique. Donc c'était un plasticien, un peintre cubain, d'origine cubaine. Tout à fait, qui a connu qui est passé par la Martinique. Par la Martinique, l'Espagne. L'Espagne, etc. Enfin, les origines à la fois africaines. Exact. Et un peu asiatique aussi. Asiatique aussi. Et en fait, c'est un peintre que j'ai toujours suivi, en fait, qui m'a toujours interpellé. J'avais ses catalogues, etc. Et qui était, enfin, dans des... mêlé, enfin, aux problématiques de l'époque aussi, hein. Et la jungle, son retour, un peu ce travail, je le dis dans l'enragé, c'est le tableau en même temps, qui est un peu le pendant en même temps de Cahiers des retours au pays natal de Césaire. Absolument, tout à fait, exact. Et en fait, j'en ai fait en permanence référence, et puis c'est une source d'inspiration incroyable, Wilfrid Olam. Et bon, qui a fréquenté Césaire aussi. Exact. Qui a connu la forêt d'Absalon à Martinique. Et voilà. Bon, Ernest, j'ai toujours lu, au moment où on se voyait beaucoup, j'ai toujours lu Ernest, hein, et beaucoup sa poésie, après les romans, etc. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui de Toxic Island. Toxic Island, et en fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Absolument. J'habite au cimetière de Morne-à-l'Eau. Tout a démarré là, et puis en discutant avec Ernest, et je dis que je vais écrire quelque chose, je vais emmener Gina, je vais sortir un peu du livre, je vais faire Gina en même temps faire un tour de la Guadeloupe. Et en partant de ce basculement, quand le cimetière, c'était une manière aussi de mettre un point d'arrêt un peu à cette griserie un peu qui fait que on ne sait pas trop où on va, il y a une sorte de forme de démounage, et ou d'ivresse un peu provoquée aussi. Tout à fait. Et Gina, c'était une manière aussi d'avoir un peu personnifié un peu le pays d'une certaine manière. Et puis, mais c'est un livre qui m'a beaucoup touché. D'accord. C'est un livre qui m'a toujours touché. Alors en fait, vas-y. Ouais. Et pour revenir à la rue de la Vague Bleue, qui longe un peu le bord de mer de Déesse, et une rue de mon enfance, etc. Et j'ai accompagné aussi beaucoup de gens, si tu veux, sur les hauteurs, le cimetière qui surplombe le bourg. Et je parlais comment naît, par exemple, l'écriture. J'ai une crevaison de pneus au carrefour de Sofia, et puis je me range un peu sur un trottoir, et il y a une dame qui vient, qui me demande ce qui se passe, etc. Et commence à poser la question. C'est comme vous savez, l'échange, un peu ce qu'on nous parlait, la parole. Quand la parole va déclencher quelque chose. Et en fait, il m'invite à prendre un pot, me laver les mains, etc. Il commence à me dire, j'ai été institutrice à DA, et commence à me raconter l'histoire un peu de cette peur qu'il y avait entre le haut du beau, le bas du beau par rapport au cimetière. Qui m'a parlé de cette femme-là que j'ai, perd son âme, enfin, qui est un personnage, une légende de DA, qui n'est plus de ce monde. Et c'est ça qui est beau, en fait. Entre la peur, en même temps, c'est... la fascination. La fascination. Exact. La fascination, les flamboyants, et le fait de manifester une joie, et que ça a été pioché, alors, au lieu qu'on dirait, enfin, parce que pour nous, c'est pas morbide. C'est pas morbide, c'est un fait... ces flamboyants sont un peu rougeois, oui. Et en fait, avec sa robe rouge, j'ai trouvé ça vraiment formidable. D'accord. Ça a fait écho à pas mal de choses en moi. Alors, je trouve que pour ma dernière question, parce que je suis obligée de faire plus court, la mort aussi rôde dans ce recueil. Hein. Elle est très présente, mais c'est vrai aussi que tu l'abordes de plusieurs manières. C'est-à-dire que elle n'est pas simplement une fatalité ou une fin. J'ai l'impression que tu y vois aussi comme une forme d'hommage à une vie. Alors, je pense au poème que je vais te demander de lire, et on va clore là-dessus, In Memoriam, à la page, donc c'est quasiment à la fin donc, du recueil. Et ce texte, je l'ai lu, relu et relu, et j'ai le sentiment qu'il raconte toute une vie. À tombeau ouvert, j'ai vu l'ombre porter le corps du poète brûlé vif. Dans la lumière, les muses se contorsionnant, malmenant des miroirs rayés de cendres, un enfant pleurant des rêves morts, au pied d'un arbre transi de froid. Des mots
délaissaient leur peau orpheline et cette matrice bizarre où poussaient des cris. Le ciel s'est vidé de toute sa dilection, transformant les deuils en parterre de poèmes pour la soif des fantômes, la voracité des chiens, ceux qui couchent avec le dédain. Dans quelle étoffe le poète s'est-il retiré? Que feront-ils de ces drames? De tout ce qui a prévalu en lui de fragile, de ses yeux où tant de visions ont éclos, des nuits passées à quitter une tendresse, à user son inquiétude dans la compagnie des lunes, celles qui exacerbent le sang. À tombeau fermé, j'ai vu la mort, déposé à bout de bras, un homme abîmé dans l'incinérateur, un écran de fumée où des silhouettes se traînaient, cherchant le pays qui les a vus naître désespérément, revoyant le regard perdu de sa mère, partant d'escale dans la souffrance et l'horizon d'un époux arraché à son amour. De quelle mort enterrera-t-on le poète, puisqu'il a mis toutes les morts au pas, vécu déjà tout ce qui pouvait le tuer, et qui se sait bien vivant, mort ou brûlé vif. Exact. Donc, je trouve que dans ce poème, eh bien, tu dis la vie, mais tu parles aussi du statut du poète, qui est à la fois admiré, mais aussi souvent banni, parce que sa parole soit n'est pas comprise, soit n'a pas envie d'être entendue, tout simplement. Et toi, quel genre de poète es-tu? Oui, enfin, c'est comme un portrait de moi. Il y a un peu parce que bon, des fois on se dit bon, on est amené à faire ce qu'on a à faire. La vie c'est un passage, etc. Vous savez, j'ai jamais peint dans le besoin comme j'écris pour séduire non plus. J'écris avec ce qui me touche, avec ce qui me travaille, ce qui me hante. J'écris aussi avec la blessure et les joies des autres. Et puis voilà, enfin, mais en même temps, il y a la figure en même temps presque sacrifiée aussi, parce que il est extrêmement seul aussi. Exact. Il est dans une extrême solitude aussi. Ouais. Thierry Mathiazin, nous te remercions beaucoup d'avoir été là. Où peut-on trouver cet ouvrage, s'il te plaît? Bon, il y a le lien est sur ma page Facebook par rapport au lien pour commander le livre. Et pour ce qui est des signatures, enfin, il y aura des dates prochainement. Enfin, je le communiquerai. D'accord. Ou passer par moi pour pouvoir l'acquérir aussi. D'accord. Voilà. Eh bien, nous te remercions, chers téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, auditeurs, auditrices. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui m'envoient des mots encourageants pour cette émission, qui sont très contents de voir l'existence de cette émission. Écoutez, je vous dis merci parce que évidemment, sans vous qui la suivez, elle n'aurait pas sa raison d'être. Et je tenais aussi à remercier tous ces auteurs, toutes ces autrices qui me font confiance en acceptant mon invitation. Merci beaucoup Thierry Mathiazin d'avoir été là. Je rappelle que vous pouvez vous procurer Vertige, ce dernier recueil de Thierry Mathiazin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.